Taxi FM. Le monde en une radio. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et comme tous les jeudis, nous donnons la parole à qui veut la prendre. Ce matin, comme annoncé d'ailleurs, nous recevons le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. La question de l'emploi des jeunes, sortir la jeunesse de la précarité, ce sont des sujets sur lesquels nous pourrons revenir durant les prochaines minutes. Surtout que la semaine dernière, la mort du jeune Louis à Noumou, consécutive à la répression des trafiquants de carburant, a relancé le débat sur la jeunesse et l'emploi des jeunes. On va en parler avec Madame Mazalo Katanga, la directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, Monsieur Joseph Telata Anala, qui est le directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Messieurs, Madame, bienvenue. Merci, Eric, bonjour aux auditeurs de Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce jeudi. Il y a le quotidien Liberté qui parle des élections législatives. Le plan caché derrière la sortie de la Cour constitutionnelle. Le confrère en parle avec une caricature quand même à la une du journal. Et toujours par rapport à la crise togolaise, le Ghana et la Guinée-Bissau unissent leurs efforts pour résoudre la crise au Togo. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, ce sujet lié donc au ministère du Transport routier, tentative visant à nuire au DG de Sotopla, Nisao Nyonfa Mekoku Agbokpe à la manœuvre. C'est une interrogation du journal Le Quotidien Liberté. Il y a l'hebdomadaire chronique de la semaine qui revient également sur la dernière sortie de la Cour constitutionnelle, la Cour qui rappelle la nécessité d'aller aux élections législatives avant la fin de l'année. L'opposition crie au scandale en brandissant l'article 52 de la Constitution de 2002, mentionne notre confrère. Le journal qui parle également d'Emmanuel Macron, interpellé au Canada par les activistes de la C14 sur la crise togolaise. Emmanuel Macron réitère son exhortation des Togolais à aller aux urnes. Sale temps pour Jean-Pierre Fabre et ses compagnons, note Dominique Alizio ce matin dans son journal chronique de la semaine. Il y a le changement. Perversité, méchanceté du ministre Nyonfam et du directeur des transports à Agbokbe, la Sotopla contrainte de licencier 170 agents, note le journal. Le confrère qui parle également de la Cour constitutionnelle. Le médecin après la mort, analyse le journal. Avec une interrogation bien sûr, pourquoi Abdou Assouma n'a-t-il pas tiré sur la sonnette d'alarme plus tôt? L'interrogation, c'est dans le journal Le Changement. Il y a flambeau des démocrates, le journal qui parle de Tikbi Achadam, ce matin, l'homme par qui les manifestations populaires ont débuté. À l'image de Raila Odinga et Uhuru Kenyatta, un tête-à-tête fort, Nyasingwe, C14 s'impose, écrit flambeau des démocrates. Le journal s'intéresse également à la question liée donc à l'assiette fiscale avec l'Office togolais des recettes, l'OTR. Ici, l'OTR sous-traitait donc le volet corruption à la gendarmerie. Vous lirez l'article dans le journal Flambeau des démocrates. Le quotidien Togo Matin qui revient sur l'Assemblée nationale avec le président de la République Fort et Sozima Nyasingwe qui inaugure le nouveau siège de l'Assemblée nationale cet après-midi. Les informations sur le sujet, c'est à la page 3. Et puis, réaction au communiqué de la Cour constitutionnelle, le parti du professeur Ogogé en phase avec le contenu, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de l'économie avec l'adoption du nouveau Code national des douanes. Le gouvernement prône l'équité dans le traitement des dossiers. Vision d'Afrique, Western Africa, un tournant pour la lutte de l'Afrique de l'Ouest contre le crime organisé. C'est une interrogation du journal. Le confrère qui parle également de la sortie controversée de la Cour constitutionnelle. Une patate chaude qui divise finalement notre vision d'Afrique. La Nouvelle Tribune, une interview exclusive du président du CNO Togo, Kelani Azad Bayor, qui brise enfin le silence, on va dire. Économie avec le Burkina Faso-Libéria. En attendant, la Sierra Leone, les bonnes affaires du groupe Eboma. On en a parlé le matin avec Eloma Tisogwe. Le confrère qui revient également sur le drame du grand marché de Lomé avec les explications cette fois du ministre Fiatouo Cessenou. Vous lirez l'article dans le journal La Nouvelle Tribune. Écho du pays. Parlant donc des élections législatives et la sortie de la Cour constitutionnelle s'interroge. Pourquoi, pouvoir opposition ne devrait-il pas prendre de la hauteur pour aller vite à un consensus minimum? L'interrogation à découvrir dans le journal. Puis vous savez que la Coupe du Monde démarre cet après-midi avec le match inaugural à partir de 15h. La fête du football démarre donc ce jeudi.
L'Union pour la patrie, le confrère parle justement de la Cour constitutionnelle. Pour éviter que le retard ne devienne une longue période d'exception, le recadrage de la Cour constitutionnelle organisé les législatives avant la fin de 2018. Et puis plus de 4 ans après sa promulgation, le Code des douanes réécrit à cause des insuffisances, note l'Union pour la patrie. Et puis Ouattara les vainqueurs s'intéresse à la coalition, opération Togo mort de lundi prochain. Le plan B mort né de la coalition, relève le journal. Notre confrère qui parle également de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du transport routier, au Sotopla si vous voulez, vers un licenciement de 170 employés de Sotopla. L'asphyxie économique planifiée par le ministère des Transports qui fait donc des victimes. Vous lirez l'article dans le journal Ouattara les vainqueurs. Alors, dans les kiosques ce matin, outre Ouattara les vainqueurs, vous avez le billet hebdomadaire L'Union pour la patrie, il y a l'hebdomadaire Écho du pays. Vous avez le journal La Nouvelle La Tribune, il y a Vision d'Afrique qui est également dans les kiosques, le quotidien Togo Matin, l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Vous avez le changement chez vos marchands de journaux, il y a Chronique de la semaine, le quotidien Liberté, tous ces journaux au prix de 250 francs CFA. Achetons les journaux, encourageons la presse togolaise à aller de l'avant. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci de nous retrouver sur Radio Taxi FM Lomé, la géniale. Et comme annoncé ce jeudi, nous recevons, on va le dire comme cela, le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Mes invités ce matin, Madame Mazalo Katanga, la directrice générale de l'ANADEB. Bonjour, Madame la directrice. Bonjour, cher ami. Et merci. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin, surtout de vous être déplacé personnellement pour répondre à une des questions de Taxi FM. Bonjour, monsieur le directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Joseph Hanala. Bonjour, Eric, et rebonjour à tous les auditeurs et auditrices de Taxi FM. C'est bien cela. Alors, Madame la directrice, je vais d'abord m'intéresser à vous, puisque c'est vous qui pilotez l'ANADEB. Je rappelle que c'est l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est véritablement l'ANADEB, sa mission et puis finalement ce que vous faites réellement sur le terrain? Merci beaucoup. Après la création de notre ministère, c'est-à-dire le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, il était question de lui doter d'un outil opérationnel, d'une structure qui devait opérationnaliser toutes les orientations que le ministère se doterait, se définirait. Et c'est comme ça, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, a été créée le 19 janvier 2011 et a commencé ses activités véritablement en avril 2012. Et donc, nous sommes une jeune structure qui travaille pour la prise en compte de toutes les préoccupations liées à la base dans tous les projets programmes du Togo. C'est-à-dire toutes les initiatives de développement qu'on prendrait, il faudrait que l'aspect de développement à la base soit pris en compte. Et donc, notre structure est là pour veiller à cela. Alors, ça fait 6 ans ou 7 ans que vous êtes sur le terrain. Nous travaillons, si vous permettez, nous travaillons pour faciliter l'accès de toutes les communautés à la base au minimum vital commun. Comme le dit souvent ma chère sœur Sabi, c'est un peu notre credo. Le minimum vital commun, bon, c'est un gros mot. C'est juste... Oui, ça suppose quoi? Oui, ça suppose que nous allons aider toutes les communautés à mieux vivre, améliorer leur cadre de vie, améliorer leurs conditions de vie. Leur cadre de vie, c'est tout ce que nous faisons en termes d'infrastructure. Renforcement de capacités pour la gestion de leur développement. Conditions de vie, tous les appuis que nous faisons à des groupes ou à des jeunes ou à des femmes pour améliorer leurs revenus de tous les jours afin de leur permettre de se prendre en charge, de manger correctement, de se soigner, de s'éduquer. Et ainsi, ils peuvent participer à l'économie, à la construction de notre pays. Donc voilà un peu tout ce que nous mettons dans minimum vital commun. Alors aujourd'hui, quand vous définissez la chose de cette façon, votre vision, ce que vous faites réellement sur le terrain, ça nécessite beaucoup d'argent. C'est vrai. Ça nécessite beaucoup d'argent que nous n'avons même pas.
C'est vrai? Oui. Et pourtant, on nous renseigne que l'État togolais vous donne pas mal de milliards quand même dans le budget, et ça on le voit d'ailleurs. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Ce n'est pas vrai? C'est ce que tout le monde dit. Mais maintenant, essayons de voir les besoins de nous, Togolais, de toutes les communautés, quand je prends seulement les infrastructures. Peut-être pour information, quand les demandes qui sont au niveau d'Anadeb, en termes d'infrastructures scolaires seulement, nous sommes au-delà de 700 demandes. C'est-à-dire qu'il y a 700 communautés qui demandent à l'Anadeb de venir les aider à améliorer le cadre d'apprentissage des enfants. Les ressources dont nous disposons ne permettent pas de réaliser cette attente. Je prends seulement les infrastructures d'éducation. Les autres, je laisse. Les forages pour l'eau potable. Parce que tout Togolais et toute Togolaise a droit d'avoir, de boire l'eau potable. Parce qu'on dit que l'eau, c'est la vie. Donc, il y a toutes ces demandes-là qui sont là et qui nécessitent beaucoup de ressources. Et donc, l'État donne ce qu'il peut donner. Et maintenant, nous allons vers les partenaires, que ce soit les partenaires classiques ou le privé, qui acceptent de nous accompagner à donner satisfaction à tous ces villages, à tous ces quartiers qui font cette demande. Et donc, cela se fait sur la base des moyens dont on dispose. Alors, si les moyens sont limités, est-ce qu'il faut en déduire que vous êtes un peu déçu finalement de l'issue du travail qui vous a été confié au niveau de l'Anadeb? Non, pas de déception. Êtes-vous satisfaite du travail tel qu'il est fait aujourd'hui? Oui, nous sommes satisfaits. Sinon, je crois que chacun de nous aurait pris son petit sac et peut-être irait au grand marché pour aider à vendre le petit derby. Ce n'est pas un sous-métier. Ce n'est pas un sous-métier, c'est un travail passionnant. Travailler au ministère du Développement à la base, vraiment, ça vous engage et ça fait que ces hommes et ces femmes qui sont dans ce ministère travaillent, on dirait même en s'oubliant. Parce qu'il n'y a pas de comparaison quand vous participez au sourire des autres. Vous rentrez dans des communautés où les mines étaient fermées, les visages étaient fermés, et puis après quelques appuis, vous voyez les visages qui deviennent rayonnants. Je vous inviterai peut-être une prochaine fois dans une communauté où on va réceptionner peut-être, ou bien on va lancer la construction d'un bâtiment scolaire, la mise en place d'une plateforme multifonctionnelle. À Lomé, ça ne dit pas grand-chose aux gens. Mais dans des villages, quand vous parlez d'amener un moulin, vous leur avez donné tout. Vous avez donné beaucoup à des femmes et à des jeunes filles parce qu'elles vont pouvoir avoir plus de temps pour leurs propres activités et pour les plus jeunes, pour être plus à l'école. Vous ne pouvez pas imaginer un repas servi à un enfant dans une école à midi qui devrait normalement repartir. Et en allant à la maison à midi, il n'est pas sûr d'arriver à trouver maman à la maison ou qui aurait laissé quelque chose. Ce n'est pas possible. Et quand cet enfant rentre, ou il ne revient pas, ou il revient en retard, et donc avec beaucoup de fatigue, si vous voulez, on va revenir un à un sur ces questions liées donc au repas qui est offert à certains Togolais seulement, parce que certains de nos concitoyens estiment que vous ne nourrissez qu'une partie du Togo et vous laissez l'autre partie à qui on n'en sait pas trop, mais on pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez bien. Mais tous ces accompagnements-là se font sur la base des critères bien définis. On ne se lève pas comme ça et puis on va dans tel village ou dans tel quartier comme ça, non. Bon, de toute façon, si on veut nourrir les gens, il faut le nourrir tout le monde. Alors, et quand on n'en a pas beaucoup, quand on n'a pas beaucoup de moyens, vous n'avez pas beaucoup de moyens, les demandes sont quand même nombreuses. Vous ne devrez pas être satisfaite en réalité. Mais nous sommes satisfaits de ce que nous sommes en train de faire. Nous savons que la demande est encore importante. Et c'est là où moi je remercie déjà Taxi FM pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de notre ministère, de tout ce que nous faisons, de nos attentes. Pour que tout Togolais, parce qu'on a aussi des frères et sœurs Togolais qui sont nantis, qui peuvent venir nous accompagner pour donner satisfaction à d'autres frères et sœurs Togolais moins nantis que nous. On parlera tout à l'heure de la jeunesse togolaise, elle qui est en difficulté d'une certaine façon, mais est-ce qu'il y a des avancées aujourd'hui notables au niveau du travail que vous faites? Non, je veux m'intéresser à vous. Des avancées au niveau du ministère du Développement à la base? Oui. Quelles sont ces avancées-là aujourd'hui qu'on peut noter, citer réellement?
Aujourd'hui, en tout cas au plan institutionnel, peut-être que ça ne dit pas grand-chose aux gens, mais il y a quand même des services qui s'occupent de cette question. C'est déjà un pas. Des services, je veux parler du FAYE, je veux parler du FNFI, je veux parler du PRADEB, je veux parler même de la direction de la jeunesse et de l'emploi des jeunes qui est là, qui veille à ça. Je veux parler également de la coalition qui est mise en place. Et je veux parler également de tous les renforcements de capacités qui se font en faveur de nos jeunes frères et sœurs qui étaient désorientés. Ne serait-ce que sur l'entrepreneuriat, qu'on leur parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat, qu'ils sentent qu'ils peuvent eux-mêmes se donner du boulot sans attendre quelqu'un, qu'ils puissent, qu'on puisse ces formations au cours desquelles on les sensibilise sur le fait qu'ils peuvent même se créer du boulot, du travail à partir de 0 francs. Ce que peut-être les jeunes des années 80 n'en avaient pas. Mais en même temps, si tout le monde crée son entreprise, qui travaillera pour l'autre? Mais en même temps, ce n'est pas dit que tout le monde doit créer son entreprise. On leur montre, c'est vrai qu'on donne l'information à tout le monde, mais on donne également la possibilité, on donne également des informations aux jeunes pour dire l'union fait la force. Voilà, peut-être que c'est dans les détails, il faut qu'on aille. Au cours de ces formations, on dit aux jeunes également, l'union fait la force. Bien sûr. Créer une entreprise, ce n'est pas seulement se mettre devant sa marchandise ici et ça, mais il y a beaucoup de choses que des jeunes ne savaient pas, qu'on leur apporte en ce moment et ils comprennent que où j'ai les possibilités d'avancer seul, je peux avancer seul sur ce que je veux faire, ou quand je ne suis pas assez forte, que je puisse aller avec d'autres pour avancer. Parfait. Les jeunes le savent. Alors, le développement là-bas suppose qu'il va falloir aider, n'est-ce pas, les communautés déjà à terre à se relever d'une certaine façon. Monsieur Joseph Anala, c'est vrai que la jeunesse aujourd'hui a des préoccupations et ces préoccupations sont énormes. Si on parle de l'épanouissement de la jeunesse, on parle également du travail décent. Qu'est-ce qui est fait véritablement au niveau de votre direction pour pouvoir aider les jeunes, eux aussi, à se relever? Merci beaucoup, Eric. Je crois que si je dois dire quelque chose par rapport à cette question, c'est déjà de faire remarquer que jamais dans notre pays, la question ou bien les questions liées à l'épanouissement, au développement de la jeunesse, à l'autonomisation de la jeunesse, n'avaient été aussi véritablement au cœur des gouvernants et des acteurs de développement, qu'il s'agisse du secteur privé ou des partenaires au développement, même de la société civile. Je crois, y compris vous, acteurs des médias. Et sur ce plan-là, je dis, depuis ces dernières années, beaucoup d'initiatives ont été mises en place, quitte à permettre à donner l'opportunité à chaque catégorie de jeunes de se retrouver. Et lorsque nous parlons de l'épanouissement du jeune, c'est que le jeune soit épanoui quant à ce qui concerne l'accès à un revenu, qu'il puisse disposer d'infrastructures où il exprime ses talents, où il peut avoir accès à des loisirs, qu'il puisse accéder à l'emploi. Et donc, vous remarquerez que de ces dernières années, le ministère a mené un certain nombre de programmes pour ce qui concerne les infrastructures socio-éducatives. Nous avons aujourd'hui un programme de construction des maisons de jeunes, maisons et centres de jeunes, qui est en cours et qui se poursuit pour faire en sorte que dans chaque milieu, les jeunes aient un cadre où ils peuvent se réunir, s'exprimer, disposer d'orientation et tout. Mais le plus important que nous pouvons relever, c'est ces mécanismes qui accompagnent vers l'accès à l'emploi. Le renforcement de l'employabilité pour permettre à ceux qui ont envie d'accéder à un emploi. L'employabilité, ça veut dire formation d'abord. Oui, formation d'abord. Et puis, développement de compétences et de qualifications. Et là, vous allez voir tous les programmes de stage et puis de volontariat, mais surtout la promotion de l'entrepreneuriat. Parce que nous disons, l'État-providence, c'est fini, c'est clair. Et donc, c'est à travers l'auto-emploi que les jeunes peuvent s'en tirer. Et donc, tout le gouvernement met tout le paquet pour que les jeunes puissent être accompagnés dans leur élan d'entreprise. Et donc, vous allez, madame venait de citer le PRADEB, le FAEJ, le FNFI, le PAEJSP, tous ces mécanismes pour accompagner les jeunes, ceux qui désirent véritablement prendre leur destin en main, les responsabiliser. Vous gérez une direction. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la jeunesse est satisfaite du travail qui est fait véritablement?
Est-ce que vous arrivez à la couvrir? Et il faut dire que comme toute œuvre humaine, certainement que nous avons des défis encore à relever, mais lorsque nous prenons le chemin que nous parcourons aujourd'hui, nous pouvons en être fiers. Et je dis bien, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de défis à relever, mais nous pouvons en être fiers. Pour autant, nous reconnaissons également, parce que bon, il y a une question que vous avez soulevée tout à l'heure, nous reconnaissons également que lorsque vous faites quelque chose de bien, vous avez, pour paraphraser quelqu'un, des gens qui sont contre vous. Ceux qui font la même chose, peut-être, mais la grande majorité, c'est ceux qui n'ont rien à proposer. Et donc, c'est le cas du ministère. Si l'on va être honnête, c'est de dire d'où partons-nous après la crise socio-économique que notre pays a traversée, la crise politique, où nous avons connu une suspension de la coopération avec les partenaires. Après, d'où est-ce que nous sommes partis? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Rien qu'à regarder sur le plan de l'entrepreneuriat des jeunes, aujourd'hui, on a un engouement énorme. Et lorsque vous regardez ces jeunes qui ont osé, qui savent qu'ils peuvent faire quelque chose, qui ont eu confiance en ces différents mécanismes, vous pouvez en être fiers. Moi, je dis, si vous prenez un jeune, aujourd'hui, les grandes entreprises créent comme un emploi. Vous prenez un jeune qui est parti sur 2 ans aujourd'hui, qui a au moins 100 employés qui sont bien rémunérés. Je crois qu'il faut en être fier. Et ils sont des milliers de ces jeunes-là qui donnent cette fierté. On va revenir sur le sujet là tout à l'heure parce que la question de la jeunesse nous préoccupe autant que vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'ensemble nous parlons de ce sujet. Taxi FM, priorité au direct. Retour en studio avec nos invités, Madame Mazalo Kadanga, la directrice générale de l'ANADEB, et Monsieur Joseph Telata Anala, qui est le directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. La question sur laquelle nous étions avant la pause, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la jeunesse togolaise se retrouve dans ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous-même vous êtes satisfait du travail qui est fait sur le terrain véritablement vis-à-vis de cette jeunesse-là pour la sortir de la précarité? En tout cas, je dirais, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits de ce que nous faisons en reconnaissant que le chantier reste énorme et que nous avons des défis à relever. Nous sommes satisfaits parce que nous pensons que, comme je disais tout à l'heure, quand nous partons de où nous sommes partis, 2008 par exemple, à ce jour, nous constatons véritablement un changement. Un changement en termes de conscientisation même des jeunes, mais un sentiment de satisfaction par rapport aux résultats même que nos actions portent. Et je disais tantôt, quand nous prenons le champ de l'entrepreneuriat des jeunes, aujourd'hui, nous avons de jeunes structures qui sont parties des appuis qu'on leur a apportés en termes de formation technique, en termes d'accompagnement pour accéder au financement. Et aujourd'hui, ce sont des structures qui font la fierté nationale, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et nous avons beaucoup de jeunes qui sont sollicités par d'autres pays pour partager leur expertise, pour partager leurs connaissances en termes de promotion de l'entrepreneuriat. Et ça fait une fierté. Je dis, nous avons des entreprises qui emploient aujourd'hui plus de 100 jeunes, 100 autres personnes, bien rémunérées, ce qui n'est pas le cas de grandes entreprises aujourd'hui. Et donc, sur le plan de la promotion du volontariat national, vous savez, pendant longtemps, et moi j'ai vécu cette expérience d'une personne, aujourd'hui dans une grosse structure, qui n'avait jamais traversé Tchévier jusqu'à avoir sa maîtrise. Oui. Et figurez-vous, il me dit en 98... Le contraire aussi valide. Hein. Oui, ben... C'est-à-dire que les gens qui sont de l'autre côté sont venus à Lomé. C'est là où se trouve notre fierté. C'est là où se trouve notre fierté. Nous avons permis une certaine cohésion, une certaine intégration interrégionale à travers nos programmes. Nous avons par exemple le programme de vacances citoyennes où nous permettons aux jeunes du BPC de se rencontrer venant d'horizons divers. Nous le faisons de manière délocalisée dans le septentrion, dans la partie méridionale du pays. Et ça permet aux jeunes de se découvrir, de partager leur réalité. Ça, c'est une satisfaction. Mais je disais tantôt par rapport à l'emploi que nous restons toujours dans la conviction qu'il faut faire beaucoup parce que la période que nous avons traversée, de crise que nous avons traversée, a laissé un grand stock de jeunes que moi j'appelle la génération sacrifiée, qui aujourd'hui, en tout cas pour moi, constitue la cible pour laquelle nous devons faire quelque chose. C'est-à-dire quoi?
sur cette période, il n'y a pas eu d'opportunité. Tout était bloqué. Et lorsque les opportunités reviennent, nous avons des critères d'âge qui font que certains ne peuvent pas accéder à cette opportunité. Ça, c'est un. Même quand le critère d'âge... Est-ce que ce n'est pas regrettable, justement, sur ce coup? Justement, c'est pourquoi je dis, nous avons conscience et nous devons développer des actions à l'endroit de toutes ces catégories de jeunes. Et j'ai dit, quand les opportunités sont là, c'est que c'est les connaissances et les compétences qui sont dépassées. Vous voyez? Donc, il y a tout un travail qu'il faut faire pour que toutes les catégories de jeunes puissent se retrouver. Et je dis, le ministère chargé de l'emploi des jeunes, le ministère chargé de la jeunesse, n'est que l'acteur qui va orchestrer. Mais tous les acteurs sont concernés. Tous les secteurs doivent y participer. Y compris les médias, y compris la société civile. Parce que la question de la jeunesse, au finish, c'est une question transversale. Et donc, quoi qu'on dise, nous reconnaissons, pour me résumer, que nous faisons un travail formidable, un travail pour lequel nous sommes fiers, mais nous reconnaissons qu'il y a véritablement, le chantier est vaste et qu'il nous faut redoubler d'énergie et compter avec la contribution de tous les acteurs pour que le défi soit relevé. Monsieur le directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, les jeunes Togolais manquent du travail. Oui. Ils n'ont pas de compétences. Ils n'ont pas été à l'école suffisamment pour être capables ou être sélectionnés dans vos programmes. Que faites-vous d'eux? Vous les abandonnez? Je voudrais rectifier. Ils ne sont pas... Les jeunes Togolais... je ne sais pas si j'ai bien... c'est ce que je Prenez une partie de la jeunesse togolaise. Oui, je prends, c'est-à-dire toutes les catégories de jeunes que nous avons. Nous avons des jeunes qui sont diplômés. Bien... On ne parle pas d'eux. Non, bien instruits. Oui, on ne parle pas d'eux. En face, c'est-à-dire qu'ils sortent avec des diplômes, mais en face, les compétences ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. À ces jeunes-là, nous donnons la possibilité de développer des compétences pour s'adapter au marché du travail. D'accord. Je prends... c'est ça, nous mettons dans le renforcement de l'employabilité pour permettre aux gens de s'adapter au marché du travail. Nous prenons les jeunes qui sont sans qualification. Nous développons des activités, des actions qui les prennent en charge. Quand je prends, par exemple... Oui, comme quoi, par exemple? Non, prenons... Parce que je voudrais qu'on soit concret ce matin. Oui, Il y a des interrogations dans l'opinion, je peux vous assurer, vous montrer des messages qui ne continuent pas à arriver. Oui. Il y a des interrogations dans l'opinion, je voudrais que vous soyez concret ce matin sur des sujets précis. Oui. Prenons, pour ceux qui ne sont pas... qui n'ont pas eu la chance d'aller loin à l'école, prenons le programme de volontariat d'engagement citoyen. Si vous comprenez la philosophie de ce programme, vous vous engagez pour apporter votre contribution à l'amélioration des conditions de vie de votre environnement. Vous, pendant que vous contribuez, vous bénéficiez des appuis en termes de formation, d'abord de compétences de vie, qui vous avez accès au même moment à un revenu et vous êtes appuyé pour développer une activité génératrice de revenus. Et ça, nous avons du travail à faire. C'est là où je dis, les médias et tous les acteurs doivent y travailler. Le jeune qui est dans ça, s'est engagé, il accède au finish à accéder à un revenu, mais d'autres sont à côté pour dire, ça, c'est pas du travail. Ce n'est pas du travail. Et ne s'engage pas. Vous prenez le programme le PEPJA pour les jeunes artisans. Oui. Nous avons un grand nombre de jeunes qui ont appris le métier. Mais au finish, ils ont fini d'apprendre le métier, mais n'ont pas les moyens pour s'acheter le matériel de travail. Ces jeunes, le gouvernement les accompagne en leur permettant, parce que nous savons qu'une chose est d'ouvrir... Mais vous ne prenez pas tout le monde quand même. Hein? D'ailleurs, la DG venait de le dire tantôt, le chantier est immense, nous n'avons pas suffisamment de ressources. Et je vais revenir sur la question des ressources tout à l'heure. Oui. Et je dis, nous accompagnons ces jeunes-là pour leur permettre d'avoir le kit d'installation. Ceux qui s'engagent, ceux qui ont foi dans la chose et qui pensent que c'est un créneau, ils trouvent leur compte. Mais tout compte fait, nous ne pourrons pas véritablement nous dire que nous avons la solution à toutes les préoccupations des jeunes. Maintenant, revenons sur la question de la dimension financière. Avant d'aborder cette question, oui. Excusez-moi, avant d'aborder cette question, puisqu'on parle de sortir la jeunesse de la précarité, et les jeunes Togolais de tous bords,
doivent travailler, puisque on dit souvent que c'est l'avenir de demain. Et s'ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent pas quand même contribuer à bâtir ce pays véritablement. Il y a un sujet qui est sur le tapis depuis la semaine dernière par rapport à ces vendeurs de boudins qui pilulent dans notre pays sur l'ensemble du territoire. Quand vous les approchez, ces jeunes, ces dames, ces messieurs, ces grandes personnalités, parce qu'on nous renseigne qu'il y en a aussi qui sont dans ce business, les jeunes qui sont sur les voies vous disent que c'est leur travail pour nourrir leur famille. Il y a un confrère mardi dernier sur ce plateau donnait l'exemple des localités des lacs, le Vaud et le Yotor, ces jeunes qui sont autour du Mono. Ils n'ont pas de terre pour cultiver. On prend la zone de Tabligbo, où Assem et consorts ont pris toute la zone. Plus possible véritablement de travailler la terre. Ces jeunes qui sont là, en train de regarder la nature, qui sont peut-être, j'en sais absolument rien, forcés d'aller vers d'autres travails qui en réalité ne pourra pas leur permettre de s'en sortir véritablement. Que faites-vous pour eux? Je vous répondrai pour dire que nous, notre mission, c'est d'orienter ces jeunes. Comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terre pour cultiver et la situation est telle qu'ils sont obligés d'aller vers nous, c'est de les orienter vers ce qui se retrouve être potentialité par rapport à leur milieu. Si nous prenons ces jeunes vendeurs de... C'est eux qui viennent vers vous, je veux juste comprendre. Hein. C'est eux qui viennent vers vous où vous détectez les choses, les milieux, leur milieu de vie, leur vie même, et vous allez vers eux. Nous faisons, le gouvernement fait des études par rapport à chaque milieu. Et aujourd'hui, il y a d'abord une première étude qui a fait la carte de potentialité d'emploi dans les préfectures et sous-préfectures du Togo. Cette étude-là existe, qui dit par rapport à chaque préfecture, qu'est-ce qui peut être développé comme activité qui puisse générer de l'emploi. Ça, c'est un document qui existe. Et comme on le dit, aujourd'hui, l'État a mis en place des services qui sont destinés à ces jeunes-là. C'est-à-dire que de toutes les façons, si vous êtes dans une situation de précarité et que vous restez les bras croisés, vous resterez là-bas. Vous resterez là-bas. Donc, je voulais dire que nous avons des mécanismes qui permettent à chaque jeune de pouvoir, en tout cas, qui désire véritablement changer sa situation, de pouvoir le changer. Et avec l'accompagnement de tous ces mécanismes. Si je prends l'exemple que vous venez de citer, certainement que ce sera plus difficile au pouvoir public de dire ça, on arrête si on n'a pas trouvé d'alternative à ces jeunes. Et si c'est que c'est véritablement c'est ce que les jeunes là veulent faire, c'est-à-dire que si vous me dites aujourd'hui que vous avez un groupe de jeunes qui sont dans cette activité, qui ont dit, nous voulons en faire une activité entrepreneuriale ou de développement d'affaires, et qui ont monté un plan d'affaires lié à ça, et qui n'ont pas pu recevoir de l'accompagnement pour en faire une activité viable, en ce moment, nous aurons eu tort. Non, vous ne pouvez pas les accompagner puisqu'ils sont traqués tout le matin. Non, ils sont traqués parce qu'ils sont dans l'illégalité. Je dis, prenons l'exemple de vous, vous avez 10 jeunes qui sont dans cette activité, qui se décident, ok, comme nous sommes traqués, nous nous mettons ensemble, nous disons, nous voulons en faire une activité. Peut-être pourquoi, ce qu'on demande, c'est qu'il faut que ce soit une activité sécurisée. S'ils disent qu'ils veulent mettre en place, parce que le besoin est là, il n'y a pas de station d'essence, ils veulent créer un point de livraison de ce carburant. Je crois qu'il y a des mécanismes pour les accompagner, pour développer quelque chose qui soit légal et d'en faire. Voilà, et sécurisé. C'est ce que nous demandons. Ces jeunes sont à l'écoute et vous écoutent. Bien sûr. Sûrement et d'ailleurs, je sais que dans le cas avec la DOSI, entre-temps, il y avait un projet comme ça. Je peux vous assurer que ce projet n'a pas prospéré. Oui. Vous savez pourquoi? Moi, je ne sais pas. Peut-être que vous pourrez m'en parler. Oui, si, je vais vous en parler. Oui. C'est parce qu'à côté, il y a les barons, les patrons, je vais dire. Parce que dans notre pays, quand on parle des barons, on regarde ceux qui sont au pouvoir. Il y a les patrons, les maniaques qui ont des stations d'essence. Il semble qu'ils ont fait... Ombrage à... Ouais. Bon, il faut, oui. Bon. Non, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas en parler, je vous le concède. Oui, mais revenons maintenant sur les... Dans le cadre de l'entrepreneuriat, nous disons que ce sont des obstacles. Non, ce sont des obstacles que le tout jeune entrepreneur doit pouvoir affronter s'il veut réussir. Bien. Voilà. Alors, Madame la directrice, aujourd'hui, est-ce que le ministère, qu'est-ce que le ministère fait véritablement pour quand même nous sortir de la pauvreté, puisqu'on est tous là-dedans, finalement, enfin.
se définit à plusieurs échelles. Hein. Ça, c'est une question au gouvernement togolais parce que c'est pas sortir de la pauvreté, c'est pas l'affaire d'un seul ministère, c'est l'effort de tous les ministères, c'est le travail que. En ce qui vous concerne, vous avez quand même fait l'essentiel pour quand même sortir les populations de la pauvreté. La mission qui nous a été confiée, nous travaillons pour. Et je l'ai dit tantôt, nous travaillons pour améliorer les cadres de vie des communautés. Et aujourd'hui, vous avez plein d'ouvrages socio-communautaires que nous avons réalisés en faveur des communautés, en termes de bâtiments scolaires, en termes de hangars de marché, parce que c'est le bureau le marché, c'est le bureau de la commerçante et du commerçant. Donc, on a amélioré ce cadre de travail aussi pour ses frères et sœurs. Nous avons des points d'eau, nous avons des plateformes multifonctionnelles, c'est ce que je disais tantôt. Quand on dit plateforme multifonctionnelle, pour quelqu'un qui a Lomé, ça ne veut rien dire. Mais plateforme multifonctionnelle dans le Grand Dankpen, dans le plus profond de Tone, je crois que ça veut dire tout ce que ça veut dire, toute la joie que ça donne, tout le bonheur que ça crée. Nous avons des écoles, nous avons au moins 305 écoles aujourd'hui où les enfants peuvent fréquentent tranquillement parce qu'ils ont le repas de midi qui est assuré, ce qui n'était pas le cas, ce qui a aidé à améliorer les résultats de fin d'année dans ces écoles. Le taux de fréquentation au niveau de ces écoles, surtout le taux de fréquentation de la jeune fille dans ces écoles qui n'étaient pas assez bien, c'est amélioré. Donc, on a plein d'activités, on a l'accompagnement l'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes des quartiers vulnérables de Lomé, de certaines villes de Lomé, Atakwame, Tchévier, Vaughan, et c'est tout ce que je peux citer. Vous avez un moyen aussi de forcer les jeunes à travailler? Non. Est-ce que vous disposez des moyens aussi pour les forcer à travailler? On ne peut pas forcer quelqu'un à travailler. Je veux juste savoir si vous n'avez pas de mécanisme pour forcer les gens à travailler. On ne peut pas forcer quelqu'un à travailler. Non. Il est revenu sur la question plusieurs fois. Il a utilisé le terme là, il dit volontairement celui qui veut sortir de sa situation. On ne peut pas forcer quelqu'un à travailler, ça n'existe nulle part. Ça devient de l'esclavage. Je dis non. D'abord, le ministère, ça dit qu'il faut voir la mission par rapport à la réduction de la pauvreté et tout, la mission du ministère en termes de contribution. Et comme elle l'a dit, c'est l'action gouvernementale, chaque département concourt l'action de chaque département ministériel. Et même, comme je reviens toujours sur ça, la société civile, les partenaires de développement, ça concourt à repousser les frontières de la pauvreté. Nos actions concourent. Maintenant, les éléments sur lesquels nous mettons l'accent, c'est qu'il faut que les gens s'approprient leur propre développement. Et donc, nous, on met en place les mécanismes d'accompagnement. Comme l'emploi des jeunes. Nous ne créons pas de l'emploi. Nous accompagnons à la création d'emplois. Et quand je parle de l'entrepreneuriat, nous pouvons vous dire en termes d'accompagnement combien de jeunes nous avons accompagnés, combien de jeunes ont abouti à l'élaboration de plans d'affaires, combien de plans d'affaires ont été financés. Mais les emplois, c'est les projets que les jeunes ont montés qui créent de ces emplois. C'est tout comme le secteur privé. Le gouvernement, ça dit tout ce qu'on pourra avoir comme emploi dans l'administration, c'est ce que le gouvernement peut créer. D'accord? Oui. Et donc, nous mettons en place le cadre et les mécanismes qui facilitent à ceux qui désirent créer des emplois de pouvoir le faire. Et c'est ça que c'est important qu'on puisse le relever. Et si c'est sur ce plan-là, nous en sommes très satisfaits et nous pourrons, tout en reconnaissant qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Vous prenez le PRADEB. Vous avez le gouvernement qui a mis en place le mécanisme d'accompagnement et tout. Les financements sont là, mais vous n'avez pas en face des jeunes qui viennent chercher. Vous prenez Parce qu'ils ne sont pas au courant? Non, mais ils sont au courant parce qu'ils ne sont pas désireux. C'est ça. Comment on peut aller les chercher? Mais les mêmes jeunes vont rester... Il y a les compétences quand même? Bon, nous espérons, nous savons qu'il y a des compétences, mais ce qu'il faut croire. Et là, je vais profiter pour dire... Nous avons intérêt dans notre pays, avec la contribution de vous acteurs qui communiquez sur les questions, de donner la vraie définition de l'emploi, ou bien l'image qu'on doit se faire de l'emploi. C'est-à-dire que si, Eric, là où vous êtes aujourd'hui, si vous ne considérez pas que vous êtes en emploi, tout le temps qu'on vous parlera, vous direz « non, il n'y a pas d'emploi ». Oui. Le jeune qui est dans sa ferme, dans la plantation,
nous travaillons à ce que ce jeune-là, lorsqu'il travaille, qu'il puisse avoir un revenu par rapport à ce qu'il fait, qui lui permet de vivre décemment. Parce que nous pensons que c'est ça, c'est son emploi. Et s'il développe une plantation, il peut recruter d'autres jeunes ouvriers. Et ça, si c'est leur... Ça dit que les jeunes qui vont rester dans cette plantation-là, si ils peuvent avoir une rémunération qui leur permette de vivre décemment, ça c'est leur emploi. Il faut vraiment qu'on puisse... c'est difficile. Et puis, la question du chômage dans notre pays également, de toute façon, nous pouvons nous en féliciter. Mais en même temps, vous comprenez que des gens vous interpellent tout le temps sur ces questions liées donc à l'emploi des jeunes, la jeunesse, la question de la précarité, de la pauvreté. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pourquoi je dis, nous avons besoin de clarifier les choses. Nous avons besoin de clarifier les choses. Parce que on ne peut pas dire le ministère chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes ne crée pas de l'emploi. Ce qu'on peut nous interpeller, est-ce que vous avez mis en place des mécanismes qui permettent aux jeunes de s'inscrire dans la logique d'accès à l'emploi? Nous répondrons oui. Maintenant, est-ce que c'est accessible? Je peux vous dire que ce sont des défis que nous devons relever. L'accessibilité, pour certains jeunes, pose problème. D'accord? Et ça, on peut en discuter. Et nous en sommes conscients. Par exemple, quand je prends l'ensemble de nos mécanismes, très souvent les mécanismes sont centralisés. Il faut faire en sorte que ça s'approche des jeunes. Et surtout des jeunes en milieu rural. Oui, en milieu rural. Voilà. C'est là où se pose beaucoup plus de problèmes. Oui. C'est ça. Là, maintenant, il faut qu'on discute. On nous crie tout le temps, vous avez évoqué la question d'entrée. On dit le ministère du Développement, à la base, c'est le ministère qui a beaucoup de ressources. Oui. Moi, j'avais envie de dire, peut-être. Vous avez des milliards quand même, hein, sur lesquels j'avais envie de dire, pour pouvoir faire ce travail. Parce que le travail que vous faites est titanesque. Vous voulez le faire avec 100 000 francs CFA? Je vous dis. Oh non, mais allons-y. Au contraire, vous devriez normalement, en tout cas, on devrait plutôt militer pour que ce ministère-là ait davantage de ressources. Quand on prend seulement la jeunesse, si on dit là, près de 110% de la population est jeune. Près de 110% de la population jeune, sur le budget 2017, par exemple, de l'État. J'espère que vous avez fait vérifier. Nous avons 23 milliards, d'accord, qui représentent 2%. Et lorsque vous regardez à l'intérieur de ce montant-là, vous avez une grosse part qui est apportée par des partenaires pour des projets dédiés. Et lorsque nous faisons nos bilans, d'ailleurs c'est là où j'allais dire... C'est-à-dire que le budget 2016 par exemple, ne prend la jeunesse en compte qu'au 2%. Non, tout le ministère. Développement à la base, jeunesse, artisanat, emploi des jeunes, 2% du budget national. Vous allez en 2017, 1,73% avec 21 milliards. En 2018, nous sommes à 1,63%. Je disais que ce que nous vivons, c'est-à-dire les affirmations des uns et des autres, c'est bien de la désinformation. Et nous sommes victimes de notre manière de travailler. Et qui fait d'ailleurs... Quelle est cette manière de travailler? La manière de travailler, c'est la redevabilité. Parce que annuellement, nous vous ne rendez pas compte, c'est ça? Nous rendons compte. Alors, c'est ça, puisque... De quoi vous parlez finalement? Oui, je dis, nous sommes victimes. De quoi? Oui. De notre parce manière que quand on va, que nous voulons jouer. Monsieur Anala, permettez, quand on va énoncer... Vous êtes transparent, c'est ça? Oui, quand on va donner ce montant-là, 21 milliards, mais ça, tout le monde pense que c'est beaucoup d'argent. Oui. Et ça fait dire à tout le monde que non, le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, c'est le ministère qui engrange plus de ressources. Mais vous oubliez tout le temps tout ce que nous avons à faire. Moi, j'aurais aimé qu'on fasse plutôt, c'est-à-dire qu'on sorte un tableau comparatif de secteurs et qu'on dise, le ministère, là, c'est ça. Alors, le gouvernement de et nous avons le devoir tout le temps. Excusez-moi. C'est moi qui vous donne la parole. Okay, d'accord. Le gouvernement de Faure Gnassingbé nous dit qu'il travaille pour pouvoir en relever ce pays, permettre à ce pays de sortir d'affaires par rapport à la pauvreté, la précarité. Mais si on vous consacre que 2% et vous acceptez faire ce travail-là, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez vous en sortir? Justement, c'est là où je dis qu'il faut comprendre les missions et les rôles qui sont assignés au département. Le ministère, c'est ce que je dis. Ça dit, si c'est que nous avions pour mission, par exemple, de créer des emplois, on nous mettrait des ressources pour pouvoir payer ceux-là qui sont recrutés. Je ne sais pas si vous voyez. Nous, on nous met des ressources pour créer les conditions. L'accompagnement technique, c'est-à-dire la facilitation. Oui, mais on dit la même chose. Est-ce que ces ressources vous sont suffisantes? Non. En tout cas,
Non, Non. Attendez. Est-ce que ce sont des ressources suffisantes, Monsieur Anala? Elles ne sont pas suffisantes. Il faut dire non. Mais elles sont fonction Elles de sont la mission. fonction des missions qui Donc nous elles sont sont assignées. suffisantes finalement. Par rapport... Non, attendez. Non, non. Il faut, Si les ressources attribuées sont en fonction de la mission qui vous a été confiée, ça veut dire que c'est suffisant. Non. Le débat... Non. Attends, D'accord. Eric. Très bien. Je veux juste comprendre. Non. Laissez Ce sujet... constitue le Oui, débat. non, attendez. Oui. Ce sujet intéresse nos concitoyens qui nous écoutent. Oui. Oui. Et il est de notre devoir de vous aider à mieux nous expliquer ce qui se passe réellement. Oui, C'est pour ça que j'insiste, ne le prenez pas en mal. Non, Je pas du suis tout. sur ces sujets Pas pour du que tout, vous pas du puissiez tout. nous expliquer ce qui se passe réellement. Pas du tout. Allez-y, monsieur Nala. Pas du tout. Donc, je disais que ça dit que c'est fonction des missions qu'on nous donne. Mais regardez un peu le bilan que nous faisons annuellement. Quand vous prenez 2016, ce n'est pas 23 milliards d'exécutions que nous avons fait. Nous avons fait bien au-delà. Et c'est-à-dire qu'au-delà de ce que le gouvernement... Il y a des ressources additionnelles. Il y a des partenaires qui nous accompagnent dans ce que nous faisons. Parce qu'effectivement, ils ont confiance en ce que nous faisons. Et ça, nous devons rendre compte. C'est là où je parlais de victimes. Parce que nous avons cette culture-là, nous avons développé cette culture de rendre compte. D'accord. Et donc, si les gens veulent regarder dedans, ils peuvent au moins apprécier par rapport à ce que nous avons comme ressources et la mission que nous Très bien. développons. Merci, monsieur Eda. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Nos invités, en réalité, nous accueillons ce matin le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Ça nous intéresse beaucoup. Le ministère n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir déployer ce qu'il a envie de faire véritablement sur le terrain. Selon ce qui vient d'être dit, il essaie de faire de son mieux pour permettre aux Togolais, en tout cas à la jeunesse togolaise, de se sortir d'affaires, c'est-à-dire en reculer très loin la pauvreté, la précarité également. Alors, on parle de la vision Togo 2030, c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle plus véritablement. Peut-être que dans les ministères, il y a un travail qui se fait. À notre niveau, ce n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'il y a des chantiers sur lesquels le ministère entend revenir très prochainement? Est-ce que vous avez quand même des chantiers devant, Madame la directrice? Merci beaucoup. Comme le disait tantôt le monsieur Anala, il y a des choses, il y a des initiatives qui sont en cours. Nous avons le devoir de les consolider. Tous les acquis que nous avons jusqu'à ce jour, nous devons les consolider en termes de développement à la base, en termes d'amener le fait d'amener les communautés à s'approprier leur développement et à vraiment prendre en compte, prendre en charge la mise en œuvre de toute leur vision de développement. Nous avons la question de la jeunesse. Il y a des initiatives qui ont été déroulées. Nous avons l'artisanat. Il y a des actions qui ont été entreprises. Il faut les consolider. C'est-à-dire il faut aller en améliorant. Nous l'avons dit que nous sommes satisfaits de ce que nous faisons, mais que nous sommes conscients des nouveaux défis qui sont là. Donc aujourd'hui, je le disais tantôt, nous avons des attentes des communautés qui sont énormes en termes d'amélioration de leur cadre de vie. Le ministère a le devoir de mobiliser davantage des ressources et c'est là où nous faisons appel à toute bonne volonté, que ce soit dans le privé, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit même au niveau des individus, des Togolais, des concitoyens, des concitoyennes qui ont des possibilités de pouvoir aider le gouvernement à donner satisfaction aux demandes des communautés. Mais pourquoi est-ce qu'il faut vous aider à construire des marchés qui ne sont pas quand même visités? Non. Qui ne sont pas occupés? Heureusement que je sais de quel marché vous parlez. Vous voulez parler du marché de Gameseva. Il est l'unique. Je voudrais qu'on m'en cite un autre où les gens ne l'exploitent pas. Mais quand il s'agit du marché, je dirais, le marché, avec ma petite expérience dans cet accompagnement, je me dis, le marché est une réalité qui est plus complexe que ce que nous voyons. Et je dis toujours à mes collègues, je dis, on ne crée pas un marché, le marché se crée. Ça, il faut que nous le reconnaissons. Le marché se crée. C'est-à-dire que les lieux marchés d'antan, il faut les aider à améliorer ce cadre-là. Oui. Et les expériences que nous avons eues nous ont amenés à avoir une position aujourd'hui tranchée. On ne va pas sur un nouveau site, surtout en ce qui concerne le marché, si rien n'a commencé sur ce nouveau site.
Mais pour ce qui concerne les infrastructures, les bâtiments scolaires, c'est à peine vous finissez, les enfants sont déjà rentrés dedans. Oui, puisqu'ils sont déjà en paille, tout ça avant. Exactement. Donc, c'est Donc normal. nous avons, il y a Que s'est-il tous- passé à Gameseva pour que des gens refusent finalement d'aller dans ce marché? Peut-être qu'un jour, nous allons inviter un représentant de Gameseva pour qu'il nous explique. Parce que nous-mêmes, nous avons fait ce que nous pouvons faire en termes de techniciens en développement. L'avez-vous associé quand même à ce projet, véritablement? Vous ne pouvez pas... Qui nous a montré le site? Personne d'Anadeb n'est de Gameseva. Nous avons eu des séances communautaires. Et c'est la communauté qui a identifié ce site. Après, on nous a dit non, il n'y a pas un ouvrage de franchissement. Nous avons négocié, obtenu des ressources et nous sommes allés faire l'ouvrage de franchissement. Un petit pont pour permettre l'entrée des véhicules dans ce marché. Je ne sais plus ce que nous pouvons faire. C'est là où je dis que le marché a des réalités, a des contours que nous n'arrivons pas peut-être à maîtriser. Ils ont même détruit l'ancien marché. Là où ils animaient avant, ils l'ont détruit. Mais malgré ça, je ne sais pas ce qui se passe avec ces ouvrages-là. Mais ailleurs, nous sommes très heureux de constater que à peine vous finissez, hein, les gens n'attendent même pas la réception provisoire. Surtout quand ils se sont juste déplacés à côté. Ils commencent même, dès qu'on finit le dallage au sol, ils sont assis là-bas, ils vendent les jours de marché, ils se bagarrent avec les ouvriers. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, mais on constate qu'il y en a encore. Oui, mais il y a les marchés historiques de ce pays quand même. C'est ça, c'est là que je vais venir. C'est à ça que je vais en venir. Vous ne vous attaquez pas à ces marchés en réalité. Nous n'allons pas vers pour ce qui concerne le développement, c'est celui qui vit la situation indésirée et qui veut améliorer sa situation. C'est lui qui fait la démarche. Et aujourd'hui, Anadeb est déployé sur toute l'étendue du territoire. Ça veut dire que dans toute région, dans toute préfecture, nous avons un représentant qui travaille avec les communautés, qui travaille en termes de sensibilisation, de renforcement de capacité des CVD, des membres des CVD, des comités de développement villageois ou des comités de développement des quartiers, pour les aider à comprendre la nouvelle situation. Mon frère disait tout de suite que l'état providentiel, c'est fini. Les ouvrages clés à main là, les projets clés à main là, ça c'est fini. Si quelqu'un s'assoit dans son village et pense que c'est nous qui devons aller vers lui, il a menti. Nous pourrons aller, mais si nous avons déjà beaucoup de demandes, vous pensez que nous irons chercher là où personne ne nous dit rien? Nous allons plutôt là où les gens ont demandé pour réfléchir, voir comment réaliser ces demandes. Et donc, si ces grandes communautés, ces communautés historiques ne font pas le pas vers l'Anadeb, ou font le pas, mais par exemple, l'Anadeb a le devoir chaque année de réaliser ces actions de façon équitable sur l'ensemble du territoire togolais. Vous avez un quota? C'est en fonction des ressources dont on dispose. Si par exemple, je prends par exemple la région maritime, nous avons déjà positionné 2 bâtiments scolaires, alors qu'il y a tel marché qui est historique. Oui. Moi je le dis tout le temps, le chef canton de Bangéli m'a dit, il avait 2 demandes, le marché et l'école. Je dis, mon chef, au cours d'une réunion communautaire, choisissez. Il m'a dit, madame, moi je choisis l'école. Construisez-moi l'école. Quand ils vont fréquenter, ils vont devenir des grands. Demain, ils viendront construire le marché. C'est ce que ce monsieur m'a dit en 2016. Et nous sommes allés construire le bâtiment scolaire. Ça veut dire que quand on fait par exemple un bâtiment scolaire là-bas, et qu'il y a encore une autre demande, on dit que c'est une zone historique, nous ne pouvons pas nous concentrer dans... Parce que tous les autres en demandent. Ils sont aussi togolais. Donc voilà un peu comment nous travaillons au cours de l'année en veillant sur cet équilibre des régions, cet équilibre des préfectures. C'est des analyses techniques que nous faisons sans état d'âme. L'état d'âme, c'est quand vous allez vous trouver la situation pertinente, parce que quand nous analysons les demandes, nous nous déplaçons dans les villages, dans les quartiers. Et nous apprécions la situation, nous analysons la faisabilité. Et si les gens sont d'accord et qu'on a des ressources, on s'engage. Bien. Alors, on va rappeler à nos auditeurs que dans 5 minutes, ils peuvent commencer par nous appeler, poser des questions. Donc pour la suite, permettez. Je vais juste rappeler le numéro de téléphone à nos auditeurs. Je vous donnerai la parole ensuite. Le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59, c'est nos 2 numéros de contact.
Je le reprécise, 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Vous voulez poser quelque chose? Oui, je voudrais dire tout ce qui est développement à la base, ça continue. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau défi, comme le disait M. Anala. Il y a l'emploi des jeunes. Avant, nous étions seulement en milieu urbain. Mais de plus en plus, nous sommes interpellés par le milieu rural. Donc, nous avons une initiative qui va travailler au moins dans 200 communautés et en milieu rural pour accompagner l'emploi des jeunes. Donc, c'est de nouveaux chantiers que nous ouvrons et pour lesquels nous avons toujours besoin de chacun de vous. Même vos contributions sont toujours les bienvenues en termes de dire voilà cet aspect que vous n'avez pas su et prendre en compte. Prenez en compte cet aspect. Voilà. La jeunesse togolaise attend et attend toujours. Monsieur le directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, y a-t-il encore des... Moi, je ne parle pas des opportunités, mais y a-t-il encore de la place chez vous pour la jeunesse? De la place chez nous. Il y en a toujours. Pour la jeunesse. Je crois que si le pays n'avait pas sa jeunesse, s'il n'y a pas de place pour la jeunesse, c'est que le pays n'existe pas. Comment les choses se renouvellent? Non, mais enfin, tout le monde parle de la jeunesse, mais en réalité, quand on regarde des fois, on a le sentiment que ce sont des discours, quoi. Oui, heureusement que vous dites que on a les sentiments, mais en réalité, ce sont des sentiments. C'est pas des discours. C'est pas des discours. Sauf que de manière très sincère, on aura toujours une catégorie de jeunes ou des jeunes qui n'auront pas satisfaction dans ce qu'on est en train de faire. Mais moi, tout ce que je demande à la jeunesse, c'est de véritablement croire en ce que le gouvernement est en train de faire et de saisir les opportunités. Vous savez, j'ai eu, en tout cas, je suis proche des jeunes, j'en discute. Vous êtes jeune en plus. Bon, en tout cas, par rapport à la politique nationale, moi, je suis plus jeune. Alors, permettez, avant de répondre, permettez que nous recevons un auditeur qui est déjà au bout du fil. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va. C'est monsieur? Kossi, Franck. Monsieur Kossi. Oui. Nous vous écoutons. Bon, on a suivi l'émission. L'État fait des efforts, on le sait. Mais je vous avoue que dans nos milieux ruraux, mais c'est poignant. C'est poignant, c'est criard. Et je voudrais que le gouvernement fasse davantage d'efforts pour cette jeunesse-là, qui est la relève de demain. C'est poignant. Merci. Monsieur Kossi, vous n'avez pas de questions? Non, je n'ai pas de questions. Vous avez tout dit. Très bien. Ils ont tout dit. D'accord, très bien. Donc, vous les félicitez ce matin. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Kossi. Merci de nous avoir appelé. Il y a notre auditeur au bout du fil. Oui, bonjour, Eric. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Ça va bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Aïvi. Monsieur Aïvi, nous vous écoutons. Voilà, je salue la brave dame et le brave monsieur. Ah, je les félicite beaucoup pour leur travail. Mais je voudrais leur demander, leur directrice, leur grand patron, Madame Victoire Toneda, mais elle est inaccessible. Quand nous, les jeunes, nous avons des choses à dire, on ne la retrouve pas. Elle est ministre du cabinet, elle est dans presque sur tous les fronts. Mais est-ce qu'on ne voit pas qu'il faut qu'on décharge un peu leur grand patron pour que le travail soit... Madame Victoire Tomeka-Dogbe, chère Aïvi, oui, et la ministre, alors, il y a un directeur pour la jeunesse et l'emploi des jeunes. S'il y a des questions concernant la jeunesse et l'emploi des jeunes, vous savez vers qui il faut y aller. Voilà. Mais je vais quand même les laisser répondre à votre question. Merci quand même de nous avoir contactés. Vous avez autre chose à dire? Oui, autre chose. Allez-y. Est-ce que le volontariat et l'ANPE, c'est eux qui couvrent aussi ce secteur? Bon, dans l'opinion, on entend que c'est quoi? C'est un cadre pour recruter les chômeurs, que c'est quelque chose créé pour avaler les chômeurs, soit disant que ces jeunes travaillent ou bien ils sont occupés. Qu'est-ce qu'ils disent de ça? D'accord, très bien. Merci beaucoup, Ivy. Merci de nous avoir contactés. On va d'abord répondre à cette question avant de recevoir deux auditeurs au bout du fil.
Madame Merci vraiment à nos chers auditeurs qui, à travers les questions, démontrent l'intérêt qu'ils ont pour notre ministère. Pour ce qui concerne la situation criarde des jeunes en milieu rural, je le disais tantôt, nous avons le projet d'opportunité d'emploi des jeunes qui va s'exécuter uniquement en milieu rural. Et nous voulons enrôler au moins 14 000 jeunes. Nous voulons enrôler au moins 14 000 jeunes. Sur quelle période? Jusqu'en 2021. Jusqu'en 2021. Et sur les 14 000 jeunes, nous voulons vraiment accompagner au moins 10 000 pour réaliser des activités génératrices de revenus ou d'entrepreneuriat. Donc, nous allons prendre 14 000, mais sur les 14 000, on se dit, on veut avoir au moins 10 000 qui deviendront, au bout de notre initiative des entrepreneurs, voilà, en milieu rural. Et pour la question de l'accessibilité de Madame le ministre, je crois que vous avez très bien répondu. Aujourd'hui, nous sommes là, agents techniques qui travaillons avec Madame le ministre. Et donc, si quelqu'un a des besoins particuliers, qu'il s'adresse à nous. Et si nous ne trouvons pas de solution à notre niveau, nous aussi, nous avons à qui nous adresser. Donc, quelquefois, quand vous voyez, si plusieurs personnes lui envoient des mails ou des textos au cours d'une journée, ça peut être difficile. Mais si vous m'envoyez à moi, bon, vous envoyez à M. Anala, vous envoyez aux autres directeurs et directrices. Avant la fin de l'émission, vous nous direz où est-ce qu'on peut vous retrouver, si jamais on est en train de... Alors, il y a une dernière question oui, bien sûr, la question est, est-ce que ces projets ont été créés en réalité pour avaler... la jeunesse, bon voilà. Non, je reviens encore à la précision que je faisais tout à l'heure pour dire l'État met en place des mécanismes pour accompagner l'insertion des jeunes, accompagner l'accès des jeunes à l'emploi. Vous prenez le programme de volontariat, ça participe des mécanismes qui à la fois cultivent chez les jeunes l'engagement civique et la citoyenneté, mais également leur permet d'acquérir de l'expérience tout en se valorisant. C'est véritablement ça. Il faut qu'on comprenne ça. Dit que mais le problème à ce niveau, c'est que les jeunes sont volontaires, ils viennent, ils font l'expérience, après ils retournent chez eux parce que le programme est terminé. Oui, ça dit que c'est ça, c'est le volontariat. En arrivant, on sait c'est une mission et la mission a une fin. Mais ce que nous faisons, et qui est un plus à ça, c'est que durant la mission, l'agence fait en sorte qu'on puisse donner des compétences à ces jeunes-là qui leur faciliterait l'accès au marché de l'emploi. Véritablement, c'est ça le volontariat. Également au niveau de l'ANPE est une structure d'intermédiation et d'accompagnement. Vous allez à l'ANPE, on essaie de vous accompagner sur les soft skills, comme on dit, vous permettre par exemple, lorsque vous voulez postuler à un poste d'emploi, que vous sachiez à quoi vous en tenez, comment vous présenter à une interview, comment élaborer votre CV, et tout ça, ils le font. Et les stages auprès des entreprises, de sorte à acquérir l'expérience professionnelle. Et je le dis, il n'y a nulle part une école d'expérience professionnelle, mais toutes les offres qui se présentent, on vous demande expérience professionnelle de tel nombre d'années. Si vous n'avez pas fait, s'il n'y a pas ces mécanismes, comment vous valorisez, comment vous présentez cette expérience? Très bien. On va retourner au standard. Mais je vais peut-être par rapport au niveau rural. Oui. Aujourd'hui, en dehors du projet opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, dont la DG a parlé, il y a le projet d'appui à l'employabilité, à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Un vaste programme qui, sur la base d'une approche de développement de chaîne de valeur, devra permettre aux jeunes qui vivent en milieu rural de devenir des entrepreneurs. Parfait. En s'insérant dans tous les maillons de la chaîne. Nous allons prendre notre... merci beaucoup. Notre troisième auditeur, allô? Ah, il est reparti malheureusement parce qu'on l'a gardé quelques minutes en ligne. Et il y a notre sur l'autre ligne, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Kossi depuis Kégué. Monsieur Kokou. Monsieur Kossi depuis Kégué. Très bien, Kossi, nous écoutons. Oui, ok, je remercie les invités. Oui. En fait, c'est pour dire que, effectivement, ils sont en train de faire un effort. Mais, bon, je pense que leur effort reste juste sur place. C'est comme ils sont en train de tourner en rond. Et les programmes qu'ils mettent en place souvent, et ces programmes sont trop protocolaires. Vous faites les formalités, on vous demande, on vous dit de venir faire ceci, faire cela, vous remplissez les choses, on vous appelle.
vous restez en entente pendant plus de 2-3 ans. Mais comment est-ce qu'on peut évoluer dans cet environnement si on veut vraiment aider les jeunes? D'accord. Si vous prenez par exemple Faï, oui. Faï forme, il vous demande d'amener les projets. Vous déposez les projets plus de 3 ans, il ne vous appelle pas. Quelqu'un va vous appeler aujourd'hui, c'est juste pour venir signer, juste pour venir mettre un point sur un i là. Et puis bon, revenez. Donc, pendant toutes ces ententes-là, tout ce temps d'attente-là, ben, là, le jeune va faire quoi? Oui, si. Voilà, donc s'il peut répondre à cela. Merci beaucoup. Il faudrait que, bon, ils voient ça, c'est pas comme ça que ça se passe ailleurs. D'accord. Ils vont répondre à votre question tout à l'heure, M. Kossi. Merci de nous avoir appelés. On va prendre un second auditeur et puis on répond. Allô? Bonjour. Alors, est-ce que déjà vous pouvez éteindre votre poste récepteur à côté de vous? Vous devriez nous écouter parfaitement dans le combiné, s'il vous plaît. Allô? Ouais. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, c'est François bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Kodjo, qui a été mis. M. Kodjo? Ouais, depuis CB. Nous vous écoutons. Ouais, c'est pour demander à nos invités de savoir. Ils sont en train de parler de la jeunesse. Oui. Mais si nous voyons dans la ville portuaire, il y a plein de jeunes là-bas qui sont dans un état, bon, un peu défavorable. Oui. Est-ce que le plan les concernant? Parce qu'il y a les jeunes dans les privés, le salaire est vraiment misérable. Est-ce qu'il y a un programme pour ceux qui sont dans tout le milieu? D'accord. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, M. Kodjo. Très bien. On revient en studio. Monsieur le directeur de la jeunesse. Merci beaucoup. À Monsieur Kossi, qui, en tout cas, si je résume, oui, c'est-à-dire qui parle des procédures qui sont quelque peu longues. Oui, si. Oui, ça, c'est une préoccupation véritablement qui est récurrente et dont nous avons conscience, mais qui se justifie. Ah, vous justifiez en plus? Oui, qui se justifie. Nous sommes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et le processus, c'est ça part de la formation, l'accompagnement à l'élaboration du plan d'affaires. Le plan d'affaires doit être analysé. Mais au finish, comme je le disais, il faut aller au crédit. Et le crédit, ce n'est pas le FAEJ qui donne le crédit. Le FAEJ sert d'intermédiaire, assure la facilitation entre le jeune et l'institution de financement. La décision de crédit, au finish, revient à l'institution de financement qui doit s'assurer du sérieux du projet, de la bancabilité du projet, de son caractère productif et de nature à rembourser le crédit. Bien sûr. Et c'est là où, quelquefois, ça traîne au niveau des financements. Et je dis, je reviens encore à mon appel pour dire, ici nous avons, tout le monde doit jouer sa partition. En interpellant là les amis qui nous accompagnent, de toutes les façons, je les remercie d'abord, qui nous accompagnent sur le volet entrepreneurial des jeunes. Lorsque tout l'accompagnement technique a été fait, qu'il y ait une certaine célérité pour répondre aux besoins des jeunes. Quelquefois, comme il l'a dit, peut-être c'est une virgule ou bien l'adresse qui n'est pas très bien située, mais qu'on réagisse vite de sorte à permettre que la chose soit corrigée et qu'on avance. Mais sinon, la préoccupation est légitime et je crois que de plus en plus, on va vers une célérité et je salue aussi l'initiative gouvernementale par rapport au TISAL qui est en place. Je crois que ça doit pouvoir améliorer les choses. Alors, M. Kodjo Achevien nous parlait des jeunes qui sont au port. Oui, et comme je disais, les jeunes sont au port. Est-ce que ces jeunes ont connaissance de tous les mécanismes qui sont là? Est-ce qu'ils ne se retrouvent pas dans tous ces mécanismes qui sont présents? La DG venait de le dire tout à l'heure. On ne va pas aller l'obliger à venir faire ce travail ou bien à développer une initiative. Quelquefois même, je disais tantôt, il y a des initiatives qui sont là. On dit par exemple, parmi ces jeunes-là, il y a des gens qui ont des qualifications. Ils ont fait peut-être un bac ou une licence, mais ne trouvent pas à s'insérer. La NPE développe par exemple un programme d'adaptation. D'accord? On dit, vous avez fait une licence en histoire, en géographie, en sociologie, même en droit, en finance et tout, mais comme vous êtes en mal d'insertion, on peut vous proposer par exemple une formation de courte durée, 3 mois, par exemple en vendeur d'officine, ou bien clerc, comme ça, d'accord? Ça dit que vous avez cette formation, ça vous donne plus de facilité d'accès à l'emploi et la rémunération
certainement va s'en suivre. Mais les jeunes ne vont pas l'accepter. Difficilement le jeune va accepter, laisser son diplôme de maîtrise ou de licence en toi ou bien son bac pour venir faire par exemple cette formation. Est-ce que ça ne vous revient pas à vous aussi quand même de communiquer beaucoup plus sur ça? Oui, comment attirer la jeunesse? Parce qu'une jeunesse qui ne travaille pas, c'est vrai que vous n'allez pas la forcer à venir travailler, mais quand elle ne travaille pas, elle constitue un danger. Justement, ça dit que c'est pourquoi je dis nous avons conscience et nous savons qu'il y a des défis à relever. Parce que nous-mêmes, ça dit que notre société a une autre manière de regarder l'emploi. Le travail, la valorisation du travail. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui réussissent mieux en tant qu'artisans. C'est-à-dire qu'ils gagnent très bien leur vie en tant qu'artisans. Ils n'ont pas une qualification élevée, mais ils emploient d'autres qui ont des qualifications élevées. Mais est-ce que nous avons un bon regard par rapport à ce que ce jeune-là fait? Si nous arrivons à donner une certaine valeur à tous les métiers, à toutes les activités, je crois que nous aurons gagné un pari. Mais ça part aussi de nos familles. Ça part aussi dans les familles. Il faut que les parents comprennent que... Les regards qu'on a sur tel autre emploi. Oui. Et je dis... Mon fils mécanicien, jamais. Oui, jamais. Jamais, ben, tu préfères avoir ton fils docteur en ceci et qui tous les matins tend la main pour son petit déjeuner. Ça, il faut que nous puissions, nous, au niveau de nos familles, arriver à changer la mentalité. Très bien. Voilà. Et lorsque nous développons certaines initiatives, je l'ai dit il n'y a pas longtemps à des jeunes, certains jeunes se disent que c'est une initiative gouvernementale. Non, c'est pour faire... Et ils ne sont pas intéressés. Ils vivent une situation précaire, mais il y a l'opportunité, mais ils se refusent de saisir l'opportunité parce que c'est le gouvernement qui a mis en place l'initiative. Et en ce moment-là, qu'est-ce que nous pouvons faire? D'accord, on va prendre un dernier auditeur avant de clôturer. Allô? Oui, bonjour. Bonjour le plateau aussi. Comment allez-vous? Ça va bien. Bon, je salue bien, j'apprécie votre émission, mais il y a un point à mettre sur les yeux, quoi. Quel est votre nom d'abord? Moi, c'est Félix, le coiffeur d'Anvacosito. D'accord. Allez-y, Félix. Puisque tout ce qu'ils sont en train d'évoquer, c'est-à-dire, moi, je trouve qu'ils devraient, c'est-à-dire, collaborer avec l'OTR, puisque nous avons des problèmes sur le terrain. Vous voyez. Donc, j'explique moi proprement mon cas. Vous voyez, je ne sais pas vous expliquer comment je me suis débattu jusqu'à ouvrir mon salon de coiffure. Et la première année, je me suis allé déclarer à l'OTR. Et l'année surpassée, on m'avait remis un montant de 9 000. Et j'avais payé. Mais je vous dis que l'année passée, on m'a donné 50 et quelques mille à payer. Il faut voir. Donc aujourd'hui, je suis sur une menace de fermer mon entreprise. Donc il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Vous voyez? Pourtant, on nous dit non, ils sont là à aider la jeunesse à sortir de la précarité et tout ça là. Mais pourtant, sur le terrain, on nous bloque. Vous voyez? Très bien. Félix... C'est ça, j'avais, c'est-à-dire à vous ajouter quoi. D'accord, très bien. Félix, on a compris. Ils vont répondre à votre interrogation tout à l'heure. Merci quand même de nous avoir appelés. Monsieur Anala, vous aidez la jeunesse à avoir un emploi. Vous créez les mécanismes et à travers cela, la jeunesse a un emploi. Et l'OTR court après elle, cette jeunesse. Est-ce qu'on n'est pas en train d'annihiler tout l'effort que vous faites en réalité? Lorsqu'on regarde de près, c'est vrai que bon, ça c'est des préoccupations, même les jeunes que nous accompagnons qui créent formellement leur entreprise, il y a des préoccupations, mais je crois que c'est un déficit de communication. C'est un déficit de communication. Je suis convaincu, si la première année, il a payé 9 000, c'est sur la base d'un certain nombre d'éléments. Je voudrais vraiment l'encourager à aller vers l'agence de l'OTR. L'agence de l'OTR et de pouvoir expliquer. Demander à comprendre. À comprendre. Certainement qu'il y a des aspects qu'il n'a pas maîtrisés et qui le pénalisent. Je suis convaincu. Parce qu'aujourd'hui, avec l'OTR, nous avons des discussions pour ce qui concerne l'accompagnement des jeunes. Et de sorte que des facilités puissent leur être accordées. Un moratoire d'année. Oui, mais c'est un dialogue. C'est-à-dire qu'ils sont des partenaires. L'OTR et le jeune entrepreneur, qu'il soit artisan ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire qu'ils sont des partenaires. Le dialogue doit pouvoir permettre de résoudre ça. Et je suis sûr que l'OTR est disposé. Non, il y a véritablement des instruments
et de la volonté au niveau de l'ETR d'accompagner la création de micro-entreprises. Là, je pourrais peut-être l'inviter à aller à l'OTR, voir avec leur cellule de communication. Il y a des éléments qu'ils peuvent obtenir. Mais tout compte fait, nous aussi, de notre côté, nous travaillons avec l'OTR pour que les jeunes puissent bénéficier de conditions vraiment flexibles sur un certain nombre d'années. Mais la collaboration doit être étroite, de sorte que lorsque le jeune commence effectivement à faire des recettes, qu'il soit honnête. Très bien. Voilà. Mais là, je voulais... Une petite minute. Oui, je voulais profiter pour dire que l'accompagnement du gouvernement à la jeunesse va au-delà de ce que nous disons ici. Et la mesure la plus forte, c'est que lorsque nous avons des entrepreneurs qui montent leurs affaires, s'ils n'ont pas accès au marché, ils sont découragés et finalement abandonnent. Et donc, pour leur permettre d'avoir du capital et surtout de prospérer, la mesure de 20%, je sais que vous connaissez très bien. Et c'est une mesure que les jeunes devraient véritablement saisir. Ça dit que... Ça ne concerne qu'une classe de la jeunesse quand même. Hein? Bien sûr. Ça dit que quand vous prenez le jeune qui est dans le BTP, s'il a accès à ce marché-là, imaginez tout ce qui... C'est pas lui en tant que promoteur de l'entreprise, initiateur de l'entreprise qui travaillera. Il fera travailler des gens, des maçons qui vont avoir leur part, des menuisiers et toute la chaîne. Toute la chaîne. Donc, il faut voir ça au-delà de la simple attribution de marché à l'individu. Très bien. Voilà. Monsieur, madame, merci d'être venu nous voir ce matin. Quel peut être votre dernier message à l'endroit de nos auditeurs? Je voudrais d'abord remercier Taxi FM qui nous a donné son cadre pour parler encore des activités du ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de l'emploi des jeunes. Et je veux dire à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, que nos différents bureaux sont ouverts à chacun, à chacune des Togolais et Togolaises. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Nous, pour être plus clair, nous sommes en Adébé au niveau de la maison Malou, la villa Malou au niveau de Djidjolé. Voilà. Ceux qui connaissent Adébayor, la maison d'Adébayor, si vous venez de Tochi, deuxième vont à votre gauche, vous rentrez dedans, vous voyez Anadeb. Et vous venez. Donc, nos portes sont ouvertes. Nous sommes disposés à discuter, à donner l'information, à expliquer davantage ce que nous faisons et à recevoir également des uns et des autres leurs contributions pour réaliser la mission qui nous est confiée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Katanga. Merci d'être venue nous voir ce matin. Monsieur Nala, peut-être un message aussi. Oui, en tout cas, moi, mon message serait de reconnaître véritablement toute la volonté politique du chef de l'État. Parce que je vous dis, pour nous qui avons connu la période, en tout cas ma génération, 96, 2000, 2008, je crois que c'est différent. Génération sacrifiée. Ouais. Puisque j'ai en tout cas, c'est avec beaucoup de pincement auquel que je le dis, j'ai des amis d'amphi qui aujourd'hui connaissent connaissent une situation difficile en termes d'emploi. Et si nous avions eu les mêmes opportunités qui sont là aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup d'entre nous serions certainement à des niveaux d'épanouissement beaucoup plus intéressants. Et donc, je voudrais saluer véritablement le leadership du chef de l'État qui fait que nous avons une très grande une dynamique forte en ce qui concerne l'autonomisation et l'épanouissement des jeunes aujourd'hui, et surtout inviter la jeunesse togolaise à avoir confiance en elle-même et à développer cette proactivité pour saisir toutes les opportunités. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais je me dis, si certains ont réussi, c'est que tout le monde peut réussir. Très bien. Merci beaucoup Joseph Telata Anala, le directeur de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, et Madame Mazalo Katanga, qui est la directrice de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEP. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à tous ceux qui sont sur la chaîne YouTube de la Gazette du Togo.com et qui nous écoutent sur la radio Taxi FM, sur le web radio taxifm.com. Merci à vous tous. Merci à Adia Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Irrigator. À lundi, puisque demain c'est Ramadan et on ne sera pas à l'antenne. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité.